Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est la troisième fois, je crois, que je la filme, je n'en peux plus. À chaque fois, je ne suis pas du tout satisfaite du résultat et je bug affreusement en vous donnant mes avis sur les livres que j'ai lus en janvier. Ouais, voilà, on commence en janvier. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de livres à vous présenter et si je fais le résumé systématiquement et que je donne mon avis vraiment de manière détaillée, on n'a pas fini. On débute avec le premier livre lu en 2023, c'est le premier tome de la saga Calliope, donc le sacrifice d'une princesse de Coconan qui est paru chez Black Ink. Calliope, c'est une trilogie que j'ai vu passer sur de nombreuses chaînes, que j'ai écouté en audio et je l'ai terminé en lecture papier. Je lirai la suite même si c'était une lecture décevante en fait, c'est assez troublant ce que je vais dire. C'est-à-dire que j'ai vu tellement d'avis très élogieux sur ce premier tome notamment que je ne m'attendais pas à ça et je m'attendais à plus et j'ai été assez désappointée, dirons-nous, par certains éléments qui m'ont chafouiné un petit peu. Donc dans cette histoire on rencontre une princesse qui s'appelle Calliope qui vit dans un monde, il y a un côté un peu dystopique si vous voulez parce qu'on comprend que ça se passe des siècles après notre époque à nous, ou si vous voulez... il a fallu trouver des fautifs à ce qui se passait, à toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu, à cette descente aux enfers de notre société. Et donc les cibles toutes trouvées ne sont autres que les femmes et donc du coup elles vont être privées de leur liberté à partir du moment où elles vont épouser quelqu'un, à partir du moment où elles vont se marier. L'homme prend un petit peu en charge tout si vous voulez, dans le sens où c'est lui qui décide de ce qu'il veut que sa femme fasse. C'est vraiment une société patriarcale qui est plus. Et notre princesse Calliope, elle se retrouve dans un royaume ennemi puisqu'il y a la guerre entre son royaume et ce fameux royaume ennemi et pour mettre fin à cette guerre et faire en sorte que la paix revienne, elle va accepter d'abandonner sa liberté à laquelle elle tenait tant et d'épouser Carel, le prince du royaume ennemi. Sauf que, dans son malheur, elle se dit bon, on va essayer de relativiser un petit peu, Carel, ça reste mon premier amour, l'homme que j'ai toujours aimé, il doit être toujours aussi tendre, brave, et enfin bref, tout un tas d'adjectifs très élogieux à l'égard de ce jeune homme. Sauf que, vous vous en doutez, les choses ne se passent pas comme prévu et en fait Carel a été complètement changé, transformé par la guerre, qui l'a endurci, qui l'a rendu davantage aigri, davantage barbare, sanglant, impitoyable et Calliope ne reconnaît plus l'homme qu'elle a connu jadis et voilà, elle va se retrouver plus ou moins liée à lui dans une politique qu'elle ne maîtrise pas forcément parce que son père la tenait à l'écart et elle en même temps elle veut vraiment rendre cette liberté aux femmes, faire en sorte que les femmes puissent reprendre possession de leur corps, de leurs moyens, de leurs désirs, de leur volonté, de leur choix et elle va essayer de se battre pour ça. En tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre dans le premier tome et à travers ce premier tome. Sachant en plus, si vous voulez, pour vous montrer à quel point on est dans une société patriarcale, je peux vous donner quelques exemples. Un homme va violer quelqu'un, c'est la femme qui va être punie en lui ôtant ses parties génitales. Si un homme vole quelque chose, c'est à sa femme qu'on va couper un poignet. Les femmes n'ont pas le droit forcément d'étudier, n'ont pas forcément le droit d'exercer certains métiers. Bref, c'est très compliqué d'évoluer en tant que femme dans cette société patriarcale qui touche tous les royaumes alentours. Ce que j'ai pensé de ce premier tome, puisque vous avez dû comprendre, j'étais assez désappointée, assez déçue finalement de ce que j'ai lu, puisque je m'attendais vraiment à une héroïne très badass, pas forcément si vous voulez dans le fait de tuer des gens, de se mettre en danger ou ce genre de choses, parce que c'est souvent ce qu'on entend, ce qu'on sous-entend quand on a des héroïnes badass. Je m'attendais à une héroïne badass dans le sens où elle est capable de prendre des décisions, d'avoir des actes qui vont faire avancer les choses et j'ai trouvé que malheureusement Calliope était une héroïne qui était très centrée sur elle-même malgré son discours de féminisme, d'humanisme même parce qu'elle veut l'égalité homme-femme, elle veut pas la suprématie des femmes sur les hommes, on est bien d'accord. Donc c'était assez ambivalent en fait finalement parce que c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont fait tiquer et qui m'ont un petit peu agacée parce qu'en même temps on a la relation avec Carel qui se fait, qui se refait, qui se renoue d'une certaine manière puisqu'ils se connaissaient déjà par le passé
et on a ce jeu du chat et de la souris qui est sympa au début mais qui s'installe sur autant de pages sans vraiment d'évolution, ou alors quand vous en avez une ça stagne à nouveau tout de suite derrière. J'ai trouvé que du coup leur relation était pas forcément la plus dynamique et la mieux élaborée si vous voulez, parce que c'était assez troublant de voir à quel point c'était compliqué finalement pour Calliope de se faire comprendre, de se faire entendre. En même temps c'est ce qui joue dans cette société patriarcale, donc c'est pour ça que je vous dis Yassi, mais en même temps ça nous permet de comprendre le fonctionnement de telle et telle chose. Mais je vous avoue que c'est vrai que ce qui m'a le plus désappointé c'est ce manque de cohérence entre les paroles de Calliope et ses actes. Donc j'attends vraiment dans le tome 2 que la dynamique déjà entre les deux personnages principaux change, et que la dynamique de Calliope et ce qu'elle va pouvoir envisager de faire va changer aussi. On a quelques aperçus milieu, fin du premier tome de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut réussir à faire, et j'aimerais vraiment que ça évolue davantage et que ça soit x10 en fait dans les tomes 2 et 3. Après je suis quand même assez intriguée pour lire la suite, j'espère juste que je ne vais pas m'ennuyer parce que je trouverais ça extrêmement dommage parce que c'est une saga qui a énormément de potentiel en tout cas à mon sens. Donc bon, je vais pas vous en parler davantage, c'est déjà un résumé extrêmement détaillé, un avis assez détaillé. Si jamais vous avez lu le premier tome ou ne serait-ce que la saga en entier, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vu énormément d'avis très positifs. Donc le mien qui est un peu plus mitigé, ne vous y fiez pas forcément complètement, dans le sens où il fait pas du tout l'unanimité, et même s'il faisait l'unanimité, toujours regarder d'autres avis, parce que ce qui ne plaît pas à quelqu'un peut vous plaire à vous et inversement. J'ai ensuite enchaîné avec celui dont tout le monde prononçait le titre, c'est A Deal with the Elf King d'Elise Kova, donc paru en français sous le titre Un pacte avec le roi elfe. C'est une histoire dont je suis assez mitigée aussi. Vous allez voir, hein, franchement le bilan de janvier, il n'est pas exceptionnel en soi. En termes de résumé, je vais aller très vite parce que vous l'avez déjà vu passer partout. On suit Luella qui est une jeune femme de 19 ans qui est une sorte d'herboriste guérisseuse dans un petit village d'humains. Et tous les siècles, une fois par siècle en fait, les faillés viennent et prennent une des jeunes filles qui est supposée porter la marque sur elle, capable d'avoir recours à la magie, je vais y arriver, d'avoir recours à la magie pour devenir la reine des elfes en fait. Et le jour où le roi elfe arrive, Luella se retrouve embarquée dans cette épopée puisque elle se retrouve comme étant désignée pour être la future reine des elfes, sauf que bon, elle n'est pas forcément très appréciée à la cour des elfes, je vous en passerai les détails, vous découvrirez tout ça par vous-même. Et là-bas, elle va tout faire pour essayer de rompre cette espèce de malédiction. Puis elle veut sauver en fait son peuple et le royaume des elfes qui est en péril d'une certaine manière. Grosso modo, c'était un petit peu le résumé, je vous laisse tout dans la barre d'infos comme d'habitude parce que celui-là il est un petit peu en carton. Donc dans cette histoire qui partait pourtant très bien, j'ai vite été assez lassée finalement de pas mal d'éléments parce que je pense que c'est un roman qui est parfait pour débuter la romantasy, mais quand vous avez l'habitude de lire ce genre-là, c'est très... il y a des défauts, il y a beaucoup de défauts, je mets des grosses guillemets, attention quand je dis ça, dans le sens où il y a déjà beaucoup de choses qui sont connues, il y a des maladresses, il y a énormément d'éléments qui ne servent pas forcément à grand chose. C'est un bouquin qui a énormément de potentiel, mais l'autrice ne va pas suffisamment au bout. Moi je suis restée sur ma faim à de nombreux moments. La VO est pas très compliquée à lire je trouve, pour autant... ouais, en termes de dynamique d'histoire, c'est quand même pas fifou. C'est assez lent sur le début, énormément d'éléments qui s'enchaînent sur la fin, avec des éléments qui ne sont pas surprenants, qui sont complètement prévisibles finalement. Le déroulement de l'histoire en elle-même, en lui-même, pardon, c'est un déroulement. Le déroulement de l'histoire en lui-même est pas fifou non plus, c'est quelque chose qu'on avait deviné, donc encore une fois, je vais réussir à parler, qui était prévisible. La relation entre le roi des elfes et Luella, qui était censé être un enemies to lovers, moi j'ai trouvé qu'il était très slow burn au début, du coup j'étais à fond, et en fait d'un seul coup tu sais pas pourquoi ils sont plus ou moins ensemble et ils s'aiment et il n'y a pas de cohérence dans cette relation. Je trouvais que c'était extrêmement dommage de ce côté là, mais après il a des côtés très positifs. Je pense que vraiment ça peut être déjà de commencer par une sorte de one shot, certes qui s'inscrit dans un univers où l'autrice a écrit d'autres livres mais qui ne concernent pas forcément toujours les mêmes personnages, est intéressant parce que si vous accrochez avec la plume vous accrochez, si vous n'accrochez pas vous pouvez laisser tomber. Bref,
Ça c'est plutôt cool, je vous dis, je pense que c'est vraiment un bouquin qui est fait pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la romantasy ou qui veulent faire une transition entre la romance et la romantasy. Bref, ce genre d'éléments là, pourquoi pas. Après c'est vrai que pour moi ça a plus été un flop qu'un top et je pense que j'ai été aussi d'autant plus déçue parce qu'on a eu tout un engouement autour de la sortie de cette saga et je pense qu'il est dû à la communication. Il y a eu énormément de com de fait autour de ce livre et du coup tout le monde s'est hypé et tout le monde a hypé tout le monde concernant la sortie de ce bouquin en français et je pense qu'on en attendait majoritairement, je parlerai pas au nom de tout le monde, mais majoritairement pour beaucoup on en attendait plus. On attendait autre chose parce que vraiment j'insiste, c'est un bouquin qui a énormément de potentiel et je suis vraiment restée sur ma faim de ce côté là parce que je me dis que dans l'univers il y a moyen de créer des choses absolument incroyables. Donc voilà, après ça m'empêchera pas de lire le tome 2 puisque c'est une saga en 3 tomes mais chaque tome comprend des personnages différents, donc c'est plus des tomes compagnons qu'autre chose et c'est A Dance with the Fae Prince, je crois, une danse avec le prince Fae. Je sais pas s'il sortira, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, s'il sort, bref, mais je pense que je lirai la suite entre guillemets parce que j'ai quand même bien accroché avec le style d'Elise Kova. Je vais enchaîner avec This Savage Song de V.E. Schwab qui est le premier tome de la saga Monsters of Verity qui est sorti chez Lumen en français. Le tome 2 vient de sortir, je ne l'ai toujours pas acheté, il faut vraiment que je remédie à ce problème puisque étonnamment moi qui n'étais pas du tout fan de V.E. Schwab et j'étais assez désespérée parce que je me disais mince c'est l'autrice, vous savez que tout le monde adore mais unpopular opinion, vous ça le fait pas du tout, vraiment ça le fait pas parce que j'avais été extrêmement déçue par Shades of Magic. Ça m'a pas empêché d'acheter La Vie invisible d'Adi Larue et d'acheter Garland et d'acheter celui-ci qui me tentait énormément et je l'ai lu quasiment dans la foulée juste après mon achat et mon dieu je ne regrette absolument pas. Pour le petit résumé, on se retrouve à Verity qui est une ville séparée en 2 quartiers, le quartier nord qui est dirigé par Callum Harker qui est une sorte de tyran qui va demander une monnaie d'échange envers ses citoyens contre sa protection contre des monstres et dans le côté sud il y a un côté un peu plus quartier sud, on a un côté un peu plus pacifiste qui va être plus ou moins dirigé par le père adoptif de l'un de nos protagonistes principaux. Donc je vous ai dit qu'il y avait des monstres puisque en fait ces monstres naissent de la violence des êtres humains, donc on a les Korsai, les Malkai et les Sunai. D'un côté les créatures qui grouillent dans le noir et qui n'attendent qu'une chose, c'est avec leurs dents, leurs griffes, leurs crocs acérés venir complètement dévorer, déchiqueter leurs victimes. On a les Malkai du coup, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des sortes de vampires assoiffés de sang qui vont s'abreuver du sang de leurs victimes. Et on a les Sunai qui concernent directement l'un des protagonistes principaux, qui sont des créatures qui se nourrissent de l'âme des gens en jouant de la musique notamment. C'est le cas d'Auguste qui est notre protagoniste masculin préféré, j'ai envie de vous dire, puisqu'il est extrêmement touchant. Mais voilà, Auguste qui est un jeune Sunai qui se fait passer pour un humain, qui aimerait être un humain et qui voudrait complètement abandonner sa part monstre parce que il n'aime pas ça, il veut ressentir les choses, il veut pouvoir se comporter comme un humain, il veut être épris de plein de sentiments, il ne veut pas ôter la vie à des gens, bref, lui sa condition de monstre le rebute plus. Et de l'autre côté on va suivre la fille de Callum Harker qui donc lui je vous l'ai dit est le dirigeant plutôt du quartier nord et elle qui est une humaine et qui pourtant se comporte tel un monstre pour parvenir à ses fins. Et les 2 protagonistes vont se rencontrer puisque Auguste va être chargé d'espionner, on va dire, la fille de Callum qui s'appelle Kate, d'espionner Kate en intégrant son lycée et en se liant plus ou moins d'amitié avec elle pour la surveiller si jamais il y a besoin, puisque la paix entre le quartier nord et le quartier sud est en train de s'effriter. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus pour le résumé, mais sachez que en termes d'avis c'est extrêmement positif. C'était pas un coup de cœur mais j'ai vraiment succombé à cet univers extrêmement sombre, extrêmement glauque par moments quand même, et c'était assez déroutant parce que c'est pas vraiment le genre de livre auquel j'ai l'habitude de lire. Il y a presque un côté, alors pas gothique, mais ouais, il y a un côté très sanglant, très barbare d'une certaine manière, tout en étant
assez soft pour que ce soit lu par des jeunes, parce que ça reste du young adult, et en même temps très sombre, cette part sombre, cette nuance qui est là, qui est très présente parmi tous les personnages. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait. C'est un peu ce qu'on appelle des morally grey characters. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux par des personnes anglophones, mais c'est ces personnages qui sont très nuancés. Vous n'avez pas de personnes toutes blanches et d'autres toutes noires, dans le sens où il n'y a pas tous les gentils d'un côté, tous les méchants de l'autre. C'est vraiment des personnages qui sont très nuancés, qui sont déchirés entre leur part d'humanité et ce côté monstrueux qui ressort et qui peut ressortir parmi tout le monde en fait, parmi les gens de manière générale, cette violence qui est là, et j'ai trouvé que c'était très bien amené, très bien développé, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le deuxième tome pour avoir le fin mot de l'histoire, puisque vraiment la toute fin de ce premier tome m'a laissé assez surprise. Alors il y a des choses que j'avais vu venir quand même, en termes de retournement de situation. J'ai trouvé que le début se lisait bien, il y a une grosse partie au milieu qui est assez longuet finalement, et ça m'a un petit peu cassé dans mon rythme, dans ma dynamique, et là je me suis dit ah oui, on retrouve bien V.E. Schwab, parce que c'est plus ou moins ce que j'avais reproché à Shades of Magic, au moins le premier tome, ce que j'avais pu en lire, j'avais trouvé ça très lent pour la mise en place, et en fait la dernière partie, les 150 dernières pages ici, je les ai dévorées, mais c'est un enchaînement d'événements chaotique et de course contre la montre, de course poursuite, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et ça redynamise le tout. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille fortement des Savage Song de V.E. Schwab. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que cette vidéo va faire 3 plombes. J'ai lu donc pour le readathon qui était organisé par Nina, The Witch Doesn't Burn in This One d'Amanda Lovelace, qui est en fait la suite de ce recueil de poèmes qui s'intitule The Princess Saves Herself in This One. J'avais préféré celui-ci au deuxième tome. Je vais vous parler très brièvement du tome 2 parce que c'est un recueil de poèmes qui s'intitule Women Are Some Kind of Magic, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais adoré le premier, vraiment je m'étais complètement retrouvée dans la majorité des poèmes d'Amanda Lovelace. Dans le tome 2, j'ai trouvé qu'il y avait une généralisation des femmes, une généralisation des hommes, puisque ici, attention, gros trigger warning, à vraiment faire très attention, que ce soit pour le tome 1, le tome 2 ou même le tome 3 qui s'intitule The Mermaid's Voice Returns in This One, si je ne dis pas de bêtises, que je lirai également parce que j'ai vraiment beaucoup aimé de manière générale les 2 premiers recueils, mais on va parler de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, de deuil, de mort, de violence conjugale, d'agression sexuelle, de viol, de maladies telles que le cancer, de relations toxiques, que ce soit parentales ou que ce soit entre des individus, donc relations toxiques amoureuses ou donc comme je vous disais parentales, amicales. C'est des thématiques qui sont lourdes, qui ne sont pas évidentes, et si vous êtes facilement trigger par ce genre de thématiques, passez peut-être votre chemin, parce que Amanda Lovelace trouve vraiment des mots très justes, qui sont très durs en même temps, pour faire passer ses idées, et plus d'une fois ça m'a pris aux tripes, notamment pour le premier tome de ces recueils, mais c'est bouleversant, c'est poignant, c'est extrêmement touchant. Je trouve pas que l'anglais soit hyper compliqué à comprendre parce que ce sont des mots qui sont très simples, mais voilà, il peut y avoir quelques petites subtilités, mais franchement, globalement, si vous lisez un petit peu en anglais, vous pouvez complètement vous lancer dans ce genre de livre là parce que c'est absolument incroyable. Elle est d'un talent fou, cette poétesse, j'aime énormément. Après voilà, je vous dis, j'ai rencontré un peu plus de difficultés ici parce que j'ai trouvé qu'il y avait une généralisation de la femme, autant je me retrouvais dans beaucoup des poèmes, voire la totalité des poèmes du premier tome, là c'était pas forcément le cas. J'ai trouvé qu'il y avait une généralisation des femmes et une généralisation des hommes, et cette misogynie que l'on reproche est devenue un petit peu inversée. Et même si c'est censé être des recueils qui défendent l'égalité femmes-hommes, j'ai trouvé que parfois on avait une sorte d'envie de suprématie de la femme, et ça m'a pas convaincue, vraiment complètement pas. Enfin, c'est pas mon opinion, ce ne sont pas mes opinions, mes façons de penser. Je suis pour l'égalité homme-femme, mais
une égalité, c'est-à-dire tout le monde au même niveau. Je ne suis pas pour l'un par rapport, enfin supérieur à l'autre, que ce soit femme ou homme au-dessus. Donc c'est ça un petit peu qui m'a dérangée dans ce recueil, dans ce deuxième tome. Mais globalement, les idées sont très bonnes et très très poignantes, très touchantes comme je vous le disais. Pareil, je vais aller très vite sur ce prochain livre. C'est un graphique, c'est une BD qui s'intitule Elle. C'est le premier tome qui s'intitule La Nouvelle. C'est de Aveline Stockart et Kit Toussaint. Vous l'avez peut-être vu passer. Le tome 2 est également disponible en librairie si jamais ça vous intéresse. On va suivre Elle qui est une jeune ado aux personnalités multiples et j'ai beaucoup aimé l'intrigue, même si elle paraît très simple. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait par rapport à ça, c'est la façon dont la scénariste et l'illustratrice vont mettre en avant toutes ces personnalités, toutes ces dualités, je sais plus si ça se dit en français ou pas, enfin tous ces contrastes en fait qu'il y a pour elle dans ses personnalités, dans sa façon de fonctionner. Et j'ai énormément aimé les plages, certaines plages de dessin sont absolument magnifiques. Il y a un côté très onirique, très onirique, très rêveur, absolument magnifique quoi. Je suis... Regardez-moi ça, enfin, je trouve ça absolument splendide et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très beaux messages qui étaient véhiculés dans ce premier tome. Et même si l'intrigue est un peu simplette, vraiment je pense qu'il vaut le coup d'être lu, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est une façon d'expliquer ce que c'est que d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs façons de voir les choses, d'agir et même à travers différentes émotions. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle BD que je vous recommande à 100%. Autre livre lu pour le Readathon, c'est Stolen Midsummer Bride, donc qui fait partie de la saga Stolen Brides of the Fae, qui est en fait un espèce de... Comment je peux vous dire ça ? C'est une saga qui est écrite par différentes autrices. Chaque autrice va écrire un tome différent, donc ce sont des tomes compagnons. À chaque fois vous avez de nouveaux personnages, mais c'est ancré dans un même univers, donc univers où se côtoient fae et humains. Et dans ce tome là, qui est une réécriture, une grosse inspiration d'une des meilleures comédies de Shakespeare, qui n'est autre que Songe d'une nuit d'été, j'ai passé un moment absolument incroyable, puisqu'ici on rencontre Basile, qui est donc le jeune fae qui est juste là, qui n'a rien à voir avec les fae auxquels on est habitué dans la littérature, dans le sens où c'est un personnage qui est chétif, qui ne sait pas forcément se battre, qui n'a pas forcément énormément de pouvoir, qui n'est pas noble, qui n'est pas riche, qui lui il est apprenti bibliothécaire dans la grande bibliothèque de son royaume, et son boulot c'est de chercher des réponses à des questions que des gens viennent lui poser, et Basile il se retrouve seul et il commence à se languir de cette solitude et il aimerait bien avoir une compagne, et donc il va écouter le conseil de son poney qui parle, oui de son poney, et qui lui conseille d'aller trouver une humaine dans le monde des humains. Et quand il va se rendre dans la forêt, il va découvrir Meg, qui est notre jeune héroïne juste ici, qui elle, pour des raisons qui lui sont propres, veut se faire enlever par un fae, et donc elle va se retrouver chez Basile et ils vont se retrouver plus ou moins unis, ils vont tomber petit à petit amoureux, et elle va devoir se retrouver à travailler avec lui, sachant qu'elle est illettrée, elle ne sait ni lire ni écrire. Bref, je ne vous en dis pas plus, sachez que c'était extrêmement drôle. Moi qui adore vraiment Shakespeare et surtout Songe d'une nuit d'été, je vous l'ai dit, c'est ma comédie préférée, j'ai passé des moments absolument incroyables, parce qu'on a vraiment la réécriture avec des personnages de l'histoire originale de Shakespeare, donc de Songe d'une nuit d'été, Midsummer Night's Dream. Voilà, on a des personnages qui portent le nom de certains personnages secondaires de l'histoire, on a Oberon et Titania qui sont là, on a Puck, enfin si vous connaissez cette histoire, cette pièce, si vous la connaissez pas, je vous recommande à 2000% de la lire, elle est absolument incroyablement drôle, et on a tout ce côté humour qui est présent ici, et moi je me suis tapé des barres, vraiment j'ai passé un moment incroyable en lisant ce bouquin, et j'ai beaucoup aimé la plume de Tara Grace, donc forcément c'est un livre qui est en anglais, qui n'est pas traduit, j'ai pas trouvé qu'il était forcément hyper compliqué à comprendre, il est pas très long, il fait moins de 200 pages, mais je lirai d'autres romans de l'autrice qui fait pas mal de livres auto-édités, et pourquoi pas lire d'autres livres de cette saga, puisque j'en ai notamment un autre dans ma palle, voir si ça m'intrigue et m'intéresse autant, ou si c'était vraiment la plume de Tara Grace qui m'a complètement conquise. Je vais conclure cette vidéo avec le dernier livre qui faisait partie du Readathon, qui a été lu en janvier. C'est le tome 1 de la saga Leonora King, qui est écrit par Cassandra O'Donnell. J'ai
surkiffé la saga principale, donc Rebecca Keane, et j'ai écouté le premier tome spin-off, donc Leonora Keane, chasseuse d'âmes, qui était absolument incroyable. J'ai surkiffé replonger dans cet univers. Je vous en parle pas énormément parce que c'est une série spin-off et j'ai pas du tout envie de vous spoiler Rebecca Keane. Sachez qu'il faut le lire après avoir lu le tome 7 pour pas être surpris par certaines tournures, pour ne pas être surpris par certaines tournures. Oui, c'est ça, certaines tournures d'événements. J'ai un gros bug, j'ai pas bu de café ce matin, c'est peut-être pour ça. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler la saga, ne lisez pas Leonora Keane en lisant Rebecca Keane. Lisez d'abord les 7 premiers tomes de Rebecca Keane, saga qui n'est toujours pas terminée. Le tome 8 devrait sortir en 2023, j'ai ouï dire, donc ça va être trop bien. Et donc la suite de Leonora Keane devrait également sortir en 2023. C'est ma saga Beat Lit préférée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Rebecca Keane, j'ai vraiment surkiffé Leonora Keane, j'ai adoré retrouver du coup l'univers, les personnages, j'ai vraiment apprécié découvrir Leonora sous un autre jour, vraiment la suivre dans son quotidien entre guillemets qui est quand même parsemé de créatures surnaturelles, de vampires, de loups-garous, de métamorphes et de sorcières, mais voilà, j'ai trouvé que c'était... Il y a toujours cette patte de Cassandra O'Donnell qui est là, c'est ce style, cet humour mordant, sarcastique, et Leonora n'est pas la fille de Rebecca pour rien, et en même temps, j'avais très peur d'un copier-coller en fait de Rebecca Keane. Je m'étais dit mince, ça va être trop comme la saga principale, et pas du tout. Leonora a ses propres caractéristiques, son propre caractère, et même si oui, il y a des similitudes avec Rebecca, ça reste quand même différent, et j'ai trouvé que du coup l'autrice avait réussi à jouer là-dessus pour vraiment appâter le lecteur, et j'ai trouvé ça absolument grandiose. Et comme d'habitude on a des enquêtes dans chaque tome, et là l'enquête va amener sur autre chose, va aboutir sur d'autres choses par la suite. Et il y a énormément de questions qui restent encore sans réponse, et je suis hyper hypée, hyper intriguée, et ça va être trop bien. J'ai trop hâte d'avoir la suite et je veux la suite. Là j'en suis à un point, si vous voulez, en termes de Beat Lit, où je veux retrouver quelque chose qui me hype autant que Rebecca Keane, et je ne trouve pas. Je suis extrêmement perplexe et frustrée, c'est le terme, parce que je ne trouve pas une série qui soit aussi bonne que Rebecca Keane. Je veux vraiment à nouveau pouvoir plonger dans ce genre de saga Beat Lit et être complètement obnubilée, obsédée par les personnages, par l'intrigue, être complètement happée par l'histoire, plongée dans le truc, et je n'en trouve pas. Donc si vous avez des recommandations en termes de Beat Lit, je suis extrêmement preneuse, et du coup on va conclure cette vidéo en définissant ensemble l'emoji du jour. On va mettre des créatures un petit peu surnaturelles, parce qu'on termine avec Rebecca Keane / Leonora Keane, donc à la limite si vous voulez tout ce qui est chauve-souris, loup-garou et compagnie, enfin tête de loup, sorcière, on peut mettre ces emojis là. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je n'ai plus de batterie et cette vidéo est affreusement longue. J'espère qu'au montage ça ira, et qu'une fois montée ça ira, qu'elle ne sera pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi quels sont les livres que vous avez découverts, dévorés, aimé, détesté en janvier 2023. Et puis écoutez, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao!